Bienvenue à cette FAQ 2025 sur l'état du marché immobilier barcelonais. Je suis Romain Traversino, directeur de l'agence ici à Barcelone. Vous avez été très nombreux à nous poser des questions, donc merci beaucoup. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il faut bien s'abonner pour suivre tout notre contenu et on attaque tout de suite avec les premières réponses. Première question, quelles sont les villes proches de Barcelone et Tarragone où il y a de bonnes opportunités, y compris Airbnb? Question très intéressante, les villes proches de Barcelone ne sont pas forcément les mêmes qui sont proches de Tarragone, parce qu'il y a 1h15 de route entre les deux. Proche de Tarragone, des bons investissements, ça peut être certains quartiers de Barcelone, tels que la Vieille Ville, le Raval et le Gothic. Et après, sinon, quand on va sortir de Barcelone, des villes comme Badalona, l'Hospitalet ont bien entendu des prix au mètre carré qui sont quasiment divisés par deux. Une ville comme Rubí, qui est un petit peu au nord, à côté de Sant Cugat également. Après, pour ce qui est proche de Tarragone, nous, vraiment un endroit où on travaille de plus en plus et qui est encore une des villes avec le plus d'attrait pour ce que la location touristique, la location Airbnb, ça va être Salou. Salou, c'est très connu. Pourquoi? Parce qu'il y a Portaventura, c'est le plus grand parc d'attractions d'Espagne et ça amène énormément de monde. Donc, il faut se dire que faire un investissement là-bas, des fois pour 140, 150 000 euros, un appartement d'1 à 2 chambres avec licence, vous pouvez en sortir une super rentabilité parce que c'est une ville qui va vivre quasiment toute l'année. Et dès le mois d'avril à Pâques, le parc d'attractions réouvre et par conséquent, vous avez une saison qui va durer jusqu'à fin octobre-novembre où vous pouvez vraiment faire des belles rentabilités et en même temps, c'est ça l'avantage avec le touristique, en profiter un petit peu pour vous et vos proches. Est-ce que les opérations de division-revente existent? Ok, donc juste pour mettre en contexte, avant de répondre à la question, une division-revente, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire vous achetez un lot, un grand appartement, un immeuble par exemple, on va prendre un appartement de 200 mètres carrés et vous vous dites, moi ce que je veux, c'est l'acheter, le diviser en 2 appartements distants, donc de 200, on va passer à 100 mètres carrés par appartement et après les revendre. Donc c'est ce genre d'opération ou l'achat d'un immeuble en entier, donc il y a plusieurs étages, des appartements, mais à l'intérieur, juridiquement, il n'y a qu'un immeuble. Et donc vous, votre rôle, ça va être de répartir tout ça au niveau légal pour le diviser appartement par appartement et après pouvoir revendre ces lots individuellement. Est-ce que ça existe? Oui, techniquement c'est réalisable. Des fois c'est plus une opération d'achat d'un bâtiment qui n'a jamais été divisé. On appelle ça après on fait una división horizontal afin de diviser cet appartement en plusieurs lots. C'est des opérations qui sont très complexes. Premièrement, ça demande des fonds, principalement des fonds propres qui peuvent se compter en millions d'euros. Et après, faut l'obtention de permis, les démarches notariales pour pouvoir l'obtenir. Et par conséquent, c'est quand même des projets assez complexes. Aujourd'hui, si on est sur un appartement qu'on souhaite diviser en 2, ça reste assez dur de trouver encore des opportunités qui n'aient pas été déjà divisées. Il faut se dire que les appartements, par exemple, dans les Champla, avant, ils faisaient 150 mètres carrés, 200 mètres carrés. Ils ont été divisés en 2, des fois, ils ont été divisés en 3. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas possibilité de les diviser. Par conséquent, c'est quand même assez complexe. Sur des immeubles, ça peut rester envisageable, mais évidemment, l'investissement demande des fonds importants. Une question pour savoir si le marché est en constante évolution et si les Airbnb restent possibles. Donc aujourd'hui, le marché est en évolution permanente. L'agence de Barcelone, on l'a ouvert fin 2020, c'était le Covid. Je peux vous dire qu'on a vu une évolution du marché qui est très très importante. On fait des webinars maintenant 2 fois par an. Donc nous, on actualise nos chiffres, on voit les tendances du marché, on est plein dedans et le marché évolue en permanence. Donc c'est très important aussi de se faire accompagner pour comprendre ces tendances et savoir comment se positionner. Est-ce que les Airbnb sont encore possibles? Oui et non. À Barcelone, ça devient quasiment impossible. Airbnb, la mairie souhaite les retirer d'ici fin 2028. Pour le reste de la Catalogne, depuis fin 2023, il y a de plus en plus de règles à respecter. Il n'est plus possible dans énormément de communes d'obtenir de nouvelles licences. Par contre, on a beaucoup de clients qui, grâce à notre accompagnement, achètent des appartements qui ont déjà la licence. Donc, il y a un gros travail de vérification pour s'assurer que ce bien ait une licence touristique qui va lui permettre de le louer sur Airbnb. Il faut après le mentionner dans le compromis, le mentionner dans l'acte de vente et faire le changement de titulaire derrière. Donc, il y a un certain nombre d'étapes. Nous, on est totalement habitués à ces dernières. Et le but, c'est justement d'assurer à nos clients d'acheter un appartement qui ait une licence touristique pour faire du Airbnb, mais surtout qu'il n'ait pas de problème après pour transférer cette licence à leur nom. Est-ce qu'on peut les négocier les prix comme en France? J'ai envie de dire, on peut potentiellement négocier les prix plus qu'en France.
Même si le marché espagnol se porte extrêmement bien, à l'inverse du marché français, beaucoup de prix sont pas mal gonflés. Ça a toujours été le cas en Espagne, il y a beaucoup de spéculation, des fois les prix sont bien au-dessus de la valeur réelle des biens et par conséquent, on va pouvoir négocier. Il y a deux opportunités, on est tout de suite dans les prix et si on est dès le départ dans des prix de marché, la négo sera bien inférieure. Nous, on est là pour vous aider à y voir clair. Parce qu'on connaît le marché, on a des outils pour savoir ça fait combien de temps que les biens sont en vente, est-ce qu'ils ont eu des variations de prix, est-ce qu'il y a plusieurs agences qui les vendent. C'est toutes ces informations alliées à notre connaissance du marché et à nos contacts auprès d'autres professionnels qui nous permettront de vous obtenir un meilleur prix d'achat lors de la négociation. Prochaine question pour un étudiant qui habite à Barcelone et qui veut savoir quel est le meilleur quartier pour acheter. Question super intéressante, on accompagne très souvent des étudiants qui souhaitent faire une acquisition avec leurs parents. Un point important, c'est déjà bien déterminer de quelle manière le financement va être fait. Est-ce que c'est un achat en fonds propres? Est-ce que c'est les parents qui vont faire un crédit? Les parents qui vont faire une donation afin que ce soit vous qui réalisiez l'acquisition? Donc nous, on est là aussi pour vous conseiller. Il y a des avantages fiscaux en fonction de votre situation qu'on va pouvoir peut-être déterminer ensemble. Après, le quartier, ça reste très subjectif. Où est-ce que tu fais tes études? Où est-ce que tu as l'habitude de sortir? À quelle distance tu veux être de l'université? À pied, en vélo, en transport, parce que évidemment, après, nous, ça va nous permettre de t'aiguiller dans un quartier ou un autre. En général, il y a des universités dans l'ensemble de Barcelone, ça va aussi dépendre de ce que tu étudies. Beaucoup de facs et d'universités d'art vont être dans la vieille ville. Des écoles de commerce vont peut-être être plus dans l'Eixample ou dans la Zona Alta. Des facs de design vont être à Poblano. Donc vraiment, ça va dépendre de tous ces éléments-là pour qu'on puisse te conseiller au mieux. Maintenant, on est sur une 6e question sur un quartier en particulier. C'est ce qui est toujours intéressant d'acheter à Poblano, pour prendre un accent un peu plus français, à côté de la zone 22 Hat. Poblano est devenu un des quartiers les plus chers de Barcelone. On est sur une moyenne autour de 6 000 € du mètre carré. Et nous, par exemple, on a réalisé une transaction sur un des vendeurs français qui nous avaient engagés pour vendre leur appartement. Appartement de 2 chambres, une jolie terrasse, 70 mètres carrés. On l'a vendu à 500 000 €. Zéro négociation, 80 contacts. Offre au prix, paiement comptant. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est un marché qui est tendu, beaucoup d'acquéreurs étrangers, de personnes qui travaillent dans la tech, des Américains, c'était des Britanniques, les gens qui avaient acheté cet appartement, qui avaient vendu un bien à Londres. Donc vous imaginez que la concurrence est très féroce pour pouvoir se positionner. Raison de plus aussi pour qu'on vous accompagne afin d'être les premiers, les plus rapides pour aller saisir cette opportunité. Mais Poblano, pour vous donner notre avis, est un quartier où les prix ont déjà beaucoup monté. Ça va continuer de se développer comme le reste de Barcelone, mais la croissance va peut-être être inférieure à d'autres quartiers. Le meilleur quartier pour un investissement locatif à Barcelone. Encore une fois, tout va dépendre quels sont les chiffres qu'on va aller chercher, quel est le budget qu'on va aller chercher. De manière générale, moi je préconise toujours pour un investissement locatif de ne pas vouloir acheter un appartement qui soit trop onéreux. Un investissement locatif à 200 à 250 000 € sera toujours plus rentable qu'un appartement de 350 400 000 €. Parce qu'à un moment, ok, on va gagner des mètres carrés, mais ça va pas avoir le même impact. Un appartement à Barcelone aujourd'hui, ça se loue minimum 1000, 1200 €. Donc les rentabilités, si vous achetez à 200, 220 000 sont bonnes. Ce qu'on préconise entre prix d'achat et revenus locatifs, même si c'est un quartier qui peut avoir des problèmes et qu'il faut connaître, et nous on le connaît extrêmement bien, c'est le Raval. Le Raval, on peut aller chercher des appartements à 3 500, 4 000 € du mètre, alors qu'en face, c'est un revenu de 24 à 25 € du mètre carré à la location. Donc vous pouvez aller chercher des super rentabilités. Faut se faire accompagner. Il y a des bâtiments à problème, en mauvais état. Il y a des bâtiments, il peut y avoir des appartements qui sont squattés. Donc vraiment, nous on a beaucoup de clients qui y achètent, qui font des bons achats. Mais encore une fois, ils savaient dès le départ où est-ce qu'ils achetaient, et 2 bâtiments à côté, ça aurait pu être un très mauvais investissement. Quels quartiers vont prendre de la valeur dans les prochaines années à Barcelone? Alors, on n'a pas de boule de cristal. De manière générale, tout Barcelone est en train de prendre de la valeur. Donc, soyez rassurés qu'il n'y a pas forcément un quartier où vous allez foncièrement faire un mauvais achat. Mais évidemment, il y a des coins qui vont grandir plus que d'autres. Nous, avec des quartiers sur lesquels on mise, et on a toujours misé, et je pense que c'est le quartier où on a le plus de clients qui ont acheté, c'est Poblesec. Poblesec, on a une de nos collaboratrices, Géraldine, que je salue, qui y habite, qui a toujours été amoureuse de ce quartier. Elle l'a très bien vendu à tous ses clients. Quand j'ai commencé chez J'achète en Espagne en 2020, Poblesec, c'était 3 500 mètres carrés.
Là, aujourd'hui, 5 ans plus tard, on est à 5 000 euros du mètre. Donc, pour vous dire à quel point on a pris 1 500 euros du mètre en même pas 5 ans. Donc, c'est vraiment un des tout meilleurs quartiers pour nous investir. Il y a un gros projet d'amélioration du métro, une ligne qui va de Saint-Anthony, qui va devoir passer à Poblet-Sec et après aller jusqu'à l'aéroport de Barcelone. C'est un des plus gros projets urbanistiques de la ville. Évidemment, ça va donner de la valeur à ce quartier-là. Quels sont les frais spécifiques à un achat immobilier à Barcelone et qu'est-ce que c'est l'ITP? Tout achat immobilier, où que ce soit, engendre toujours des frais. À Barcelone, en Catalogne plutôt, parce que c'est pas propre à la ville de Barcelone, vous avez ce qu'on appelle l'ITP, l'impôt sur la transmission du patrimoine. En France, on appelle ça des droits de mutation, les fameux frais de notaire. En Catalogne, ils sont de 10% pour un achat immobilier, sauf dans le cadre d'un achat de résidence principale pour une personne qui a moins de 36 ans et gagne moins de 36 000 euros par an et qui va rester dans cet appartement durant 3 ans. C'est un des rares avantages fiscaux qu'on a lors d'un achat ici en Catalogne. Vous passez du simple au double. Imaginez-vous, sur un appartement de 300 000 euros, vous pourriez peut-être bénéficier, comme primo-ascendant, de 15 000 euros d'impôt. Donc c'est un super avantage. Et nous, on a pas mal de clients qui, grâce à nos conseils, l'ignoraient et ont pu en bénéficier. Et donc ces 15 000 euros supplémentaires, les mettre dans leur appartement. C'est peut-être ça qui va permettre d'obtenir une terrasse ou d'acheter un plus grand appartement. Après, d'autres frais, vous allez avoir une enveloppe pour les frais de notaire qui va être de 3 000 euros en moyenne. Vous aurez potentiellement des frais de courtage si vous passez par un courtier pour votre crédit, des frais d'agence immobilière si vous souhaitez vous faire accompagner par des professionnels comme nous chez J'achète en Espagne. Mais ça, c'est des frais qui vont dépendre de votre situation propre. Les seuls frais qui sont fixes, c'est l'ITP et les frais de notaire. Une question qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'il y a des problèmes d'ocupas à Barcelone? Déjà, pour rappeler qu'est-ce que c'est un ocupas, en fonction de votre niveau d'espagnol, un ocupas, c'est ce qu'on appelle en français un squatter. Donc c'est un occupant illégal, donc c'est pour ça que c'est ocupa avec un K, d'un appartement. Le mouvement ocupa, c'est beaucoup développé en Espagne durant la crise de l'immobilier, après la crise des subprimes. Pourquoi? Énormément de gens, vu que tous les crédits sont des crédits hypothécaires, se sont retrouvés sans pouvoir payer leur crédit quand ils ont été au chômage. Ces biens ont été saisis par les banques, donc il y a eu un gros mouvement de contestation populaire et les pouvoirs publics ont adopté une position un petit peu laxiste des fois pour essayer de protéger les occupants, ce qui a développé ce mouvement à tendance parfois un peu anarchiste. On en parle énormément. Il faut quand même faire la distinction. Il y a différents types d'ocupas. Il y a des inqui ocupas, donc c'est des anciens locataires, inquilinos, qui ont arrêté de payer leur loyer. Il y a des quartiers qui vont avoir plus de problèmes. Il y a des typologies de biens qui vont être plus à risque. Donc le problème existe, mais je peux vous dire que j'en entends beaucoup plus parler que ce que je ne vois. En 5 ans, on n'a jamais eu un client qui s'est fait occuper sa propriété illégalement. Des fois, des clients ont acheté des maisons, des appartements qui avaient été par le passé squattés, donc ça permettait de faire des super affaires, et après les ont rénovés. Donc nous, un conseil, systématiquement, si c'est pas votre résidence principale, y placer une alarme, y mettre une porte de sécurité, c'est tout bête, mais déjà quand on achète un appartement, on change la serrure derrière. Donc c'est un peu des réflexes de base qui permettent grandement de diviser le risque. Ça dépend aussi dans quel quartier vous vous trouvez, à quel étage vous êtes. Un étage inférieur est plus à risque qu'un étage intermédiaire. Un dernier étage, peut-être, des gens peuvent monter par la terrasse. Ça reste un aléa de toute grande ville et c'est pas propre à Barcelone malgré ce qu'on peut assez souvent lire dans la presse. Maintenant, question s'il y a des taxes à Barcelone quand on n'habite pas dans l'appartement à l'année. Donc déjà, c'est pas propre à Barcelone. Vous avez une taxe principale en Espagne qu'on appelle l'IBI, impôt sur le bien immobilier. C'est l'équivalent de la taxe foncière. C'est indexé sur la valeur cadastrale du bien. Donc nous, c'est des informations qu'on obtient. Un IBI à Barcelone, grosso modo en fonction du quartier et de la surface de l'appartement, ça peut être en moyenne entre 300 et 600 euros par an pour des apparts entre 40 et 70 mètres carrés. Donc c'est vraiment des montants qui sont très faibles. Et après, il y a un autre impôt qui est espagnol, donc qui ne dépend pas de la mairie de Barcelone, qui s'appelle l'IRNR. C'est l'impôt sur le revenu des non-résidents. Donc c'est si vous décidez de louer votre bien, vous allez avoir un impôt de 19% sur les bénéfices fonciers. À l'inverse, si votre bien est vide, normalement, vous devez vous acquitter d'un impôt qui est de 1,1%. Le calcul est obscur, mais c'est 1,1% de la valeur cadastrale et sur ce résultat, vous appliquez 19%. En général, ça va vous coûter peut-être 100 à 200 euros par an. Et normalement, c'est une déclaration que vous devriez faire tous les ans.
Je vous rassure, énormément de personnes ignorent cet impôt, ne le font pas, et c'est uniquement au moment où ils vendront, où ils devront régulariser la situation sur les 5 dernières années. Mais on parle d'un impôt d'une somme très modique. Il faut vraiment se rassurer. En Espagne, sur le patrimoine immobilier, la pression fiscale n'a rien à voir avec la France ou avec la Belgique ou avec la Suisse par exemple. Vous voulez investir à Barcelone et proposer du co-living, est-ce que c'est intéressant? Aujourd'hui, Barcelone est un marché en pleine évolution. Le co-living est quelque chose d'intéressant. Moi, ce que je vous conseillerais de faire, dans un premier temps, c'est de vous assurer que vous allez pouvoir réaliser votre co-living. Quelles sont les licences auxquelles vous aurez besoin? On a des clients qui achètent des appartements et font des colocs un peu haut de gamme. On va dire c'est une version moindre du co-living. Est-ce que vous, le but, c'est d'acheter un immeuble et d'obtenir une licence pour pouvoir faire du co-living sur tout ce bâtiment, ou juste d'acheter un appartement un peu plus grand et de le diviser ensemble? Parce que ça va pas du tout être le même projet, ça va pas avoir les mêmes implications. Et donc, en fonction de votre réalité, le projet sera plus ou moins intéressant. Dernière question. Avant d'y répondre, si vous ne l'avez pas encore fait, s'il vous plaît, pensez tous à vous abonner. Maintenant, cette dernière question, c'est de savoir s'il y a des problèmes d'humidité des bâtiments liés à la proximité de la mer. En général, les quartiers proches de la mer, tels que la Barceloneta par exemple ou Poblenou, n'ont pas directement de problème lié à ça. Par contre, il y a un problème qui est extrêmement important à Barcelone, c'est ce qu'on appelle l'aluminosis. L'aluminosis, ce sera un peu l'équivalent en France des thématiques liées à l'amiante. C'est pas la même chose, en fait, l'aluminosis, c'est la maladie du béton. C'était lors du boom de l'urbanisme qu'il y a eu à Barcelone, du second boom, parce qu'il y a eu un boom au début du XXe siècle, et il y a eu un deuxième boom de l'immobilier entre 1950 et 1970, afin de construire plus vite, que le béton sèche plus vite, littéralement, les constructeurs utilisaient un béton avec de l'aluminium. Ce qu'ils ignoraient à l'époque, c'est que justement, avec l'humidité, ça faisait vraiment pas bon ménage. Donc, il est fondamental de faire attention en fonction de l'année de construction de votre appartement. Là, moi, je suis en contact avec un jeune homme qui a acheté un appartement il y a même pas un an. Il n'a pas voulu nous engager. Il a trouvé l'appartement lui-même. Il n'a pas voulu nous engager pour les vérifications juridiques. Je l'ai juste accompagné dans son crédit. Donc, j'ai obtenu un super crédit avec mes collègues de FinSpain. Mais il s'est dit, moi, j'ai envie de me débrouiller tout seul. J'ai pas besoin que tu vérifies les documents. J'ai déjà acheté en France. Je me débrouille bien en espagnol. Je lui dis, aucun problème, t'es grand, tu prends tes responsabilités. Là, il se trouve, ça fait même pas un an, il a déjà envie de vendre. Parce que dans l'acte d'achat, il y a eu des clauses abusives qui ont été incluses disant qu'il était informé des problèmes d'aluminosis. La copro n'a pas forcément d'argent pour les traiter et on parle de dizaines de milliers d'euros. Donc là, c'est l'histoire qui a encore 3 jours, mais moi je connais ces thématiques, ça arrive depuis des années, mais là c'est le dernier exemple que j'ai à vous donner. Donc faites très attention. Engagez des professionnels pour votre achat immobilier à Barcelone. Si vous ne souhaitez pas engager, j'achète en Espagne, vous dites moi je suis autonome, je suis capable de trouver le bien, je suis sur place, je me débrouille en espagnol, ou vous pensez pouvoir le faire, vous pouvez toujours le faire. Mais à minima, je vous inviterai et je vous conseillerais toujours soit de nous engager pour les vérifications juridiques ou d'engager un avocat. Il y a des excellents avocats franco-espagnols. J'ai plein d'amis avocats, moi, ici, et ça reste fondamental. Ces choses-là, si ce jeune homme avait à minima engagé un avocat, elles ne lui seraient pas arrivées. Il n'aurait probablement pas acheté cet appartement. Et maintenant, il se retrouve avec cet appart qui le stresse. Il veut qu'on l'aide à vendre parce que là, il se rend compte maintenant qu'il est dans le sale drap et il préfère passer par des professionnels. S'il l'avait fait dès le départ, il n'aurait sûrement jamais acheté cet appart et on lui aurait trouvé un appartement beaucoup plus sain et il n'aurait pas eu tous ces soucis. Merci à tous pour toutes ces questions. J'étais très content de pouvoir y répondre. N'hésitez pas aussi à contacter notre équipe à Barcelone pour qu'on puisse parler de votre projet et comptez sur nous pour faire une nouvelle FAQ en 2026 pour vous actualiser sur le marché barcelonais. Hasta luego.